Les héros du livre, ce sont les embryons, c'est eux qui parlent, c'est la maman est là évidemment, mais c'est pas elle, c'est pas les parents qui sont les héros. Donc voilà, j'ai fait ça parce que à un moment donné, je pense que si vous avez déjà essayé d'être enceinte, mesdames, vous devez parler à votre enfant, enfin j'imagine, et quand on fait une fille, on sait que l'embryon est en nous dès le premier jour, et pour moi c'était impossible de faire comme s'ils n'étaient pas là. Donc je leur parlais, je les encourageais, je leur disais allez, il faut tenir le choc, on va vivre quelque chose de super ensemble, mais il faut aller jusqu'au bout, quoi. Et donc c'est comme ça qu'est né ce roman 2 mois sur 9, dont je vais vous lire quelques extraits aujourd'hui. Alors là, bon, je vais situer à chaque fois, j'ai choisi 3 extraits. Je vais situer un peu le contexte parce que sinon ça va être un peu compliqué à comprendre. Donc au début du livre, donc on est au laboratoire, dans les éprouvettes, et il y a 3 héros, enfin 3 embryons qui ont été sélectionnés. Faut savoir que donc, ce sont des personnages, bon, ils ne sont pas omniscients, mais ils ont quand même déjà une bonne compréhension des choses. Ils ont un petit corps qui ressemble à celui d'un être humain, hein, c'est pas du tout juste des cellules, ce sont des petits êtres avec une tête, des bras, des jambes, un cœur, un cerveau. Donc c'est complètement imaginaire, hein, évidemment. C'est pas, je ne prétends pas refléter ici la réalité biologique. Donc ils sont bien développés. Les 3 héros s'appellent, ils se sont choisis des prénoms. Rafou, c'est le narrateur. Faël, c'est son frère. Et Lara, c'est leur sœur. Les autres personnages, je vais peut-être les nommer aussi, parce que pour que vous sachiez un peu qui c'est dont je vais parler ici. Il y a Doumé, c'est le médecin, le fiviste. L'immense, parce que c'est du point de vue des embryons, c'est son collègue, parce qu'évidemment le monde extérieur leur apparaît géant. Et les parents, ils les ont nommés Laurie pour la femme, parce que la première fois qu'ils vont la voir, elle est horizontale, elle est sur la table, et Vertique, donc il est debout, donc c'est le vertical, voilà, il s'appelle Vertique. Donc, et Sony, c'est un autre embryon voisin qui est dans une éprouvette voisine avec qui il va discuter Faël, un Rafou. Voilà, donc je commence. On est dans les éprouvettes. Le jour s'est abattu sur nous sans cri égard. Les tours de verre reflétaient la lumière crue des néons. La voix de Doumé a retenti. « Salut les crevettes, bien dormi ?» J'étais ébloui, mécontent d'avoir été tiré du sommeil. J'ai grogné, bâillé, me suis étiré. J'étais toujours en vie, comme c'était bon. Suivi de l'immense, Doumé a inspecté ses ouailles. Quand il est arrivé jusqu'à nous, il a dit « Allez, mes lascars, c'est le grand jour pour vous. C'est vous qui partez les premiers. » Mon cœur a fait des bonds. J'ai cogné contre la vitre pour motiver Lara, encore plongée dans le sommeil. « Allez, debout, dépêche-toi, on y va !» Faël avait l'air tout aussi excité que moi. Doumé continuait à passer ses troupes en revue. « Pour tous les autres, conclut-il à l'intention de l'immense, il y a de la réserve. On attend demain pour voir qui s'en sort le mieux. » Et puis il a parlé dans une espèce d'instrument qu'il a collé contre son oreille. « Bonjour, venez à 11h comme convenu, j'en ai 3. » J'étais fière comme Artaban. Sony et Jitu en étaient peut-être à leur 2e ou 3e vie. Il n'empêche, c'est moi et les miens que Doumé avait choisi pour partir en premier. On était très certainement très au-dessus du lot. Pas d'hésitation possible avec des gars de notre trempe. On s'en sortirait forcément bien. Mais pourquoi ai-je vu passer une ombre fugitive dans le sourire de Doumé, tandis qu'il se penchait sur ma maison de verre? Si j'avais pu à cet instant deviner le fond de sa pensée, je crois que cela m'aurait fait froid dans le dos. Toujours est-il qu'avec des gestes précautionneux, Doumé a soulevé ma maison et a ouvert la porte, là-haut, au sommet. Il a plongé une espèce de tige dans le liquide qui m'entourait. « Allez, vas-y, petit, attrape cette perche, accroche-toi. » Je me suis sentie intimidée. Allais-je être à la hauteur? J'ai nagé vers la tige. Je l'ai saisie maladroitement, car quand il a tiré, j'ai lâché prise. « Recommence, ne te décourage pas. » J'ai ramé, et puis je me suis cramponnée de toutes mes forces. Il m'a hissée jusqu'à la sortie et m'a déposé dans une sorte de vaisseau en verre très lumineux. J'ai nagé, marché jusqu'à me heurter contre quelque chose de mou et d'invisible. Je ne pouvais pas aller plus loin. Brusquement, j'étais coincée. J'ai senti des picotements désagréables longer ma colonne vertébrale. Paniquée, j'ai fait demi-tour précipitamment. Doumé m'a lancé un regard moqueur. « Quoi, t'es claustrophobe ?
Ne t'en fais pas, ça ne va pas durer longtemps. Attends-moi là, je vais chercher les autres. Comme j'avais confiance en lui, je me suis raisonnée. Je l'ai regardé réitérer la même opération avec Faël, puis Lara. Ses gestes étaient doux, soigneux, comme si nous étions un trésor fragile et particulièrement précieux. Il faisait très attention à ne pas nous faire mal. Subitement, dans le vaisseau, avec moi, il y a eu Faël et Lara, et pas de paroi de verre entre nous. On s'est regardés tout émus, on s'est jetés dans les bras les uns des autres en pleurant. C'était trop fort, trop beau. Et les minuscules, nous et là, Doumé. Nous nous sommes tournés vers lui, partagés entre l'excitation, l'émotion et la crainte. Il nous observait d'un regard attendri. « Je ne voudrais pas vous brusquer, reprit-il, mais on vous attend, il faut y aller. Attention, je vais fermer la porte. » Soudain, nous avons senti comme une forte pression dans notre vaisseau de verre. Faël, qui se trouvait le plus près de l'entrée, a perdu l'équilibre et culbuté sur moi. « Qu'est-ce que tu fabriques » criai-je tétanisé. « Tu ne peux pas faire attention. » J'ai senti un truc mou qui m'arrivait dessus et j'ai rien pu faire, grogna-t-il en se relevant. « Tiens, regarde, il y a quelque chose là. On ne voit rien, mais on ne peut plus passer. »« Montre !»« Oh non, c'est pareil à l'autre bout. Le salaud, il nous a enfermés. »« Doumé !» hurlai-je en tambourinant désespérément contre le carreau. « Doumé, tu ne peux pas nous faire ça. Je ne supporte pas d'être dans un si petit espace. Je ne me sens pas bien. Ouvre-nous. » Je me sentais ridicule, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Lara et Faël, eux, ne semblaient guère perturbés par ce subit enfermement. « Du calme, crevette, me réprimanda Doumé. Détends-toi, il n'y en a pas pour longtemps. Vous avez un rendez-vous important, il va falloir faire bonne figure. Si tu commences à faire ta chiffre-molle, tu ne vas pas aller très loin. » J'ai repensé à Sony, à ce qu'il m'avait dit sur les marches ou crèves. J'ai compris qu'il n'avait pas menti. Une grande lassitude m'a soudainement envahi. Je me suis demandé si cela valait le coup d'endurer toutes ces épreuves. J'étais embarquée alors que je n'avais rien demandé. Puis j'ai songé au cimetière, à la banquise. Cela m'a fait comme un électrochoc. Mieux valait encore partager une suite royale avec Lara et Faël. Je me suis concentrée sur le fait que nous étions là, tous les trois, heureux d'être ensemble. Ça m'a redonné un peu de force. Si eux deux étaient capables de supporter tout cela, je devais l'être aussi, à la vie, à la mort. Doumé est sorti de la pièce. Je l'ai entendu saluer quelqu'un. Quelques minutes se sont écoulées qui nous ont paru une éternité. Enfin, on nous a emmenés dans la pièce d'à côté. Là, Doumé discutait avec deux personnes comme lui, dont l'une était placée horizontalement sur une sorte de grande table noire recouverte d'un drap blanc. « Les voilà !» s'écria Doumé avec un sourire. « On y va ?»« Allons-y !» répondit la personne horizontale. Mais où allions-nous? Je commençais à en avoir assez à la fin. Depuis le début de notre vie, on ne nous parlait que de ça, aller là-bas, le grand voyage, de l'autre côté. Qu'on nous y emmène et qu'on nous fiche la paix. Alors, il n'y en a que 3, demanda l'autre personne, celle qui était debout. Que 3? Merci, c'est gentil pour nous, pensais-je. Que 3, et alors on ne fait pas l'affaire? Oui, je vous dirai demain si j'ai pu en faire plus. Mais je ne vous cache pas que j'ai peu d'espoir. C'est exactement comme la dernière fois. Sur 15, il en reste 3. Et ils sont comment, ces 3-là, s'inquiéta l'allongé. Magnifique, répondit Doumé tout joyeux. Je me suis rengorgée, tout fier. La suite n'allait pas tarder à me faire déchanter. Ah bon, je suis contente, continua l'horizontale, mais en réalité, c'est parce qu'il n'y en a que 3 que vous faites le transfert dès le lendemain et non au bout de 3 jours. S'il y en avait plus, vous attendriez 3 jours pour voir lesquels se développent correctement. Là, on n'a pas le choix, c'est ça. Je me dis qu'ils seront toujours mieux chez vous, dans leur élément naturel, expliqua Doumé, non sans tact, probablement parce qu'ils se doutaient que leur conversation ne tombait pas dans l'oreille d'un sourd. Vous leur apporterez beaucoup de bonnes choses. J'ai réfléchi à toute vitesse. Si on nous transférait dès le 2e jour et non le 3e, ce n'était manifestement pas parce que nous étions plus costauds et prometteurs que nos voisins. Simplement, nous étions les seuls de notre fratrie à avoir survécu, et donc on se contentait de nous. Ça m'a fait un choc. Je me suis sentie fragilisée et perdue, moi qui étais si fière de partir en premier. L'horizontale a ri. Je l'ai observée plus attentivement. Son visage s'est illuminé. Elle m'a plu. J'ai tourné mon regard vers le vertical. Il avait l'air doux. Ils étaient beaux tous les deux, comme Doumé, d'une beauté souriante, pleine de gentillesse. C'était donc avec eux qu'on avait rendez-vous. Instinctivement, j'ai eu envie de me pelotonner tout contre eux. Je crois bien que je les aimais. Aimer, oui, c'est ça. Cette sensation de chaleur intérieure, à la fois douce et violente, semblable à celle que j'avais déjà éprouvée à l'égard de Faël et de Lara. Comme si je les connaissais depuis longtemps, depuis avant d'exister. Très bizarre, je ne comprenais rien. Tous deux semblaient regarder vers nous sans nous voir. Je leur ai souri, mais leurs yeux sont restés inexpressifs. J'ai lancé à Doumé un regard interrogateur. Lui, au moins, il me voyait, il me parlait, je lui répondais.
et j'ai eu envie de me jeter dans ses bras. Ce n'était pas tout à fait la même impression qu'avec l'horizontal et le vertical, mais dans le fond, je l'aimais lui aussi. C'était lui qui m'avait accompagné durant mes premières heures. C'était lui qui m'avait créé, quoi qu'en dise Sony. Ce n'était peut-être pas un dieu, mais, et j'en ai vraiment pris conscience à ce moment-là, Doumé avait piloté ma création. Quant à ces deux-là, reste à savoir quel rôle ils allaient jouer dans ma vie. Quelque chose me disait qu'ils n'étaient pas là par hasard. « Venez, approchez-vous de l'écran », proposa Doumé au vertical. « Vous vous rappelez, on ne peut pas les voir. Alors pour suivre leur progression, on les coince entre deux bulles d'air que vous voyez là, ici, dans le cathéter, et qui apparaissent à l'écran sous la forme de 2 points blancs. Ils sont grands comment, 100 kg horizontal ? Doumé leur a montré notre vaisseau. J'ai bombé le torse, je me suis mis sur la pointe des pieds dans l'espoir qu'ils m'apercevraient. 15 microns. On ne peut vraiment pas les voir à l'œil nu, insista-t-elle. Oh non, ou alors il faudrait vraiment avoir de bons yeux. Doumé a baissé le vaisseau de verre et l'a introduit au milieu de l'horizontale, dans une sorte de vestibule au mur d'un rose sombre, tout luisant d'humidité. Le vaisseau progressait tout doucement. Malgré l'étroitesse du boyau, je n'étais pas oppressé, je n'avais pas peur. Tous les trois, le nez collé à la paroi translucide de notre vaisseau, nous écarquillions les yeux, émerveillés. J'avais l'impression que nous explorions le centre de la Terre. Bientôt, nous arrivâmes au bout du vestibule, face à une barre rocheuse au milieu de laquelle nous repérâmes une ouverture étroite. Un panneau semblait indiquer le nom du lieu, et alors que j'avais été bien incapable de déchiffrer les caractères inscrits sur ma maison de verre, là, une intuition indubitable me fit comprendre sans difficulté la teneur du texte. Col de l'utérus, altitude 930 mm. Habilement, notre vaisseau manœuvra pour se frayer un chemin et nous franchîmes le col. De l'autre côté s'ouvrait une vallée riante, ou plus exactement, une sorte de grotte qui allait en s'élargissant. Nous continuâmes d'avancer comme dans un rêve, frôlant les parois sans jamais les heurter. Les murs d'un beau rouge vif diffusaient une lumière joyeuse. Tout au fond de la grotte était creusée à même la roche une cavité blanche, dotée de renflements et de filaments aux formes bouillettes. Un son nous parvint, d'abord lointain, puis de plus en plus fort. Un battement régulier, pas désagréable à l'oreille. Boum, 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 boum. Quel bonheur! J'avais envie de sortir du vaisseau pour aller toucher et sentir de près ce monde féerique. J'entendis la voix assourdie de Doumé. Là, vous voyez ce trait blanc? C'est le nid. C'est là que je vais les déposer. Je vais pousser les bulles d'air hors du tube, et ce sont elles que nous allons suivre. Je sentis l'horizontale se mobiliser de toutes ses forces. Sa nuque pivotait. Tout son corps était tendu dans cette énorme volonté qu'elle avait de voir ce qu'il advenait de nous. Cela me toucha. Je me dis qu'elle devait nous aimer vraiment beaucoup pour être si attentive à nos moindres faits et gestes. Soudain, une force irrésistible nous propulsa vers l'une des extrémités du vaisseau. « On me pousse !» s'écria Faël en panique. « C'est encore cette chose molle et invisible !»« Laisse faire, je sens qu'on va sortir du vaisseau !» m'écriai-je tout joyeux. C'était grisant, comme sur un toboggan. Nous nous sommes retrouvés sans dessus-dessous, agrippés aux filaments qui pendaient du nid. Nous étions chez nous, enfin. « Et voilà !» annonça Doumé. « Madame, vous êtes enceinte. » « Et on attendait triplé, répondit-elle fièrement. Le vertical rigola lui aussi. Je ne comprenais pas encore très bien pourquoi, mais notre venue avait l'air de les rendre particulièrement heureux. Je me demandais ce que nous allions pouvoir faire ensemble. Nous étions si différents d'eux, tellement différents qu'ils ne nous voyaient même pas, ces nigauds. Mais j'étais confiant. Je me sentais bien, si bien là où j'étais, de l'autre côté. Je fermais les yeux, m'immergeant dans une douce béatitude. Ça, c'est une partie du premier chapitre. Et je vais partir un petit peu plus loin, quelques jours après. Alors après la rencontre que je viens de lire entre les embryons et les parents, Laurie et Vertique, là, ça va être la rencontre avec des visiteurs un peu nombreux, les spermatozoïdes. Donc il y a une tempête qui a secoué l'univers des embryons. Et puis, il voit débarquer une multitude de petites bestioles bizarres, hyperactives, avec une grosse tête et une longue queue. Ils sont un peu inquiets parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas vivre dans leur grotte en ombre, que peut-être un jour, même certains d'entre eux allaient devoir partir. Donc ils se posent beaucoup de questions. Le lendemain, il nous fallut nous rendre à l'évidence. Le nuage de sauterelles était toujours là. « Vous croyez qu'ils vont rester encore longtemps ?» demanda Lara. « L'avenir le dira, répondis-je. Mais regardez, ils sont nettement moins nombreux. Je ne suis pas sûre qu'ils soient très gênants, en fait. Ils sont un peu doudins, c'est tout. La plupart sont morts, ces jonchés de cadavres.
C'est agréable, grogna Faël, il va falloir faire le ménage. Pas la peine, fit Lara, ils sont comme aspirés vers le col de l'utérus. Moi, je n'ai pas un si mauvais feeling envers eux, déclarai-je. Faël et Lara se tournèrent vers moi, l'air stupéfaits. Faël s'exclama. Attends, t'as vu la tempête qu'on a essuyée? On a bien failli y rester. C'est la tempête qui nous a amené ces espèces de nains à longue queue. Et toi, tu les trouves sympas, tu veux t'en faire des copains. Je sais pas. Vous n'avez pas senti ce qui émanait d'eux? Ben ainsi, difficile de faire autrement. Et vous n'allez pas me contredire. À un moment donné, vous étiez bien comme moi, au 7e ciel, à admirer des millions d'étoiles. Oui, admit Lara avec hésitation. C'est vrai. Alors, vous ne sentez pas que nous avons quelque chose en commun avec eux? Quoi, s'insurgea Faël? Tu nous compares à ces espèces de nabots qui sillonnent notre grotte en tous sens? Merci. J'hésitais à livrer le fond de ma pensée. Faël et Lara ne paraissaient pas réceptifs à mes propos. Et puis je décidai de me jeter à l'eau. Quand je les observe, c'est bizarre. J'ai une impression de déjà-vu, comme une réminiscence de quelque chose que j'aurais connu avant. Avant quoi? Interrogea Lara avec une grande douceur. Je sais pas, justement. Avant d'être ici? Quand on était dans la cité de verre? Non, c'est flou, c'était encore avant. Avant, on n'existait pas. C'est bien ça qui me trouble, je n'arrive pas à me l'expliquer. C'était avant les tours de verre, mais mon souvenir est trop vague. Tu ne peux pas te souvenir de faits qui auraient eu lieu avant les tours de verre, c'est là qu'on a commencé à exister. Sauf si j'ai eu une vie antérieure, osais-je. Comme ton copain Sony, intervint Faël moqueur. Oui, un peu. Faël et Lara échangèrent un regard qui ne m'échappa pas. Alors, vous pensez vous aussi que c'est Doumé qui nous a créés, demandai-je. Ben oui, fit Lara, c'est évident. Tu as entendu ce qu'il a dit à Loric et Verti. Je vous dirai demain si j'ai pu en faire plus. Cela signifie bien qu'il nous a fabriqués. Et vous vous rappelez, repris-je, quand il nous a présentés à Laurie et Vertic, vous n'avez pas ressenti un élan vers eux? Si, concéda Faël. Et alors? Moi, je crois que Vertic et Laurie ont aussi participé à notre création. Ce n'était pas seulement Doumé. Admettons que ce soit un travail d'équipe. Quel rapport avec les espèces de zigouiouis qui ont débarqué hier? Leur odeur, c'est celle de Vertic, lâchai-je. Ils ont quelque chose à voir avec lui, j'en suis sûre. Un silence suivit mes paroles. Et alors, s'emporta Faël, quand bien même ils auraient un rapport avec Vertic, qu'est-ce que cela change? C'est sa façon de communiquer avec nous? Si c'est le cas, c'est plutôt raté. Ils sont incapables de nous répondre quand on leur parle. Oui, c'est vrai, renchérit Lara en s'éloignant pour aller chercher de la nourriture à son endroit préféré. On dirait qu'ils ne sont pas finis. Je ne crois pas qu'on pourra aller très loin avec eux. À supposer qu'ils survivent, cria Faël en lui emboîtant le pas. Vous avez vu, ils tombent comme des mouches. C'était l'hécatombe, en effet. Pourtant, détail qui ne m'avait pas frappé la veille, ils étaient tellement nombreux qu'il en restait encore une multitude incroyable. Et alors que de prime abord, ils m'avaient tous paru identiques, je constatais que des différences notoires permettaient de les distinguer, sinon de les classer par groupe. Certains semblaient timides, probablement parce qu'ils étaient microcéphales, contrairement à d'autres qui avaient la grosse tête et prenaient des poses avantageuses, si tant est que l'on puisse faire ça à toute vitesse. D'autres encore, de dimension a priori normale, étaient surmontés d'une bouille toute ronde, ou à l'inverse, affichaient une mine de 3 km de long. Quelques-uns étaient même bicéphales. On aurait dit que leur curiosité était sans limite. Ils n'en avaient pas l'air plus malins pour autant. Mais c'était leur queue qui offrait au regard la plus grande variété de modèles. Courtes ou longues, enroulées sur elles-mêmes ou rectilignes, en tire-bouchon ou en zigzag, elles facilitaient plus ou moins leur déplacement. Certains se mouvaient avec une élégance innée, tandis que leurs congénères fonçaient comme des dératés, sans aucune logique apparente. Un énergumène à la queue écourtée lambinait désespérément loin derrière sa horde. À ses côtés paradait un esthète narcissique à queue multiple qui n'avançait pas plus vite car il se pavanait, se retournant fréquemment pour admirer ses impadices, soigneusement exhibés en demi-cercle. Non loin de là, jugé sur un rocher, un pauvre gaillard esselé bataillait contre sa queue immense qui s'enroulait malgré lui autour de son corps, le réduisant à un petit saucisson ficelé par un élastique récalcitrant. Brusquement, le malheureux fut balayé par un escadron de têtards au corps bien calibré. Assommé, il bascula dans le vide et disparut à ma vue. Un autre solitaire, bien proportionné celui-là, passa tout près de moi, paisiblement. « Et toi ?» murmurai-je, enhardi par son attitude tranquille. Il tourna vers moi sa tête globuleuse et leva un sourcil. « Plaît-il » ? « Je m'appelle Rafou. Et toi, qui es-tu » ? « Matricule numéro 22031 1968. Mais tu peux m'appeler numéro 22 si tu veux. »« Tu n'as pas de nom ? Juste un numéro ? Tu sais, nous, les matricules, nous sommes tellement nombreux, seul l'un d'entre nous vaincra et sortira de l'anonymat. Sa récompense sera un nom. Pour l'instant, je fais comme les autres. Je cherche
et j'attends mon heure. Qu'est-ce que tu cherches? Le Graal, bien sûr. C'est lui que nous cherchons tous, mais il se cache bien. Ou alors il n'est pas encore arrivé. J'attends. J'évite de m'agiter comme dans tous les sens, comme le font certains. Ils gaspillent leur énergie. Quand le Graal sera là, il en faudra de la force pour pénétrer dans son royaume. Un seul d'entre nous y parviendra. Pour tous les autres, c'est la mort. Mais c'est affreux. Pourquoi affreux? Tout le monde ne peut pas pénétrer le mystère du Graal. Nous sommes programmés pour nous autodétruire si nous ne sommes pas l'élu. Mais qui est le Graal? Comment veux-tu que je sache? C'est un mystère. Seul celui d'entre nous qui y accédera le saura. Comment peux-tu chercher quelque chose si tu ne sais pas à quoi cela ressemble? C'est là toute la difficulté de notre quête. C'est pour ça qu'on l'appelle le Graal et que nous sommes fous à l'idée de ne pas le trouver. Et j'ai bien peur à supposer que je sois l'élu, de ne pas pouvoir revenir en arrière pour te l'expliquer. Et pourquoi les perdants doivent-ils mourir? Vous pourriez très bien continuer à vivre là comme nous. Pas tous, parce que ça ferait beaucoup de monde, mais regarde, on est bien ici, c'est chaud, c'est confortable, on a la nourriture à volonté. Numéro 22 me jeta un regard stupéfait. C'est absurde, ça ne vaut pas le coup de vivre si c'est pour rester comme nous sommes. Notre vie n'a de sens que par la quête qui est la nôtre. Le Graal est le but suprême de notre existence. On y accède ou on meurt, c'est tout. Cela dit, il peut y avoir plusieurs Graals successifs. C'est pour ça que je suis patient. Je l'ai entendu dire de la bouche d'un de mes vieux congénères, qui est arrivé ici bien avant moi, et il a tenu longtemps. Quand il nous a vus débarquer, nous les jeunes, il a jaugé la force qui émanait de nous, et il a compris qu'il ne serait pas de taille à lutter. Mais c'était un type bien. Son raisonnement était le suivant. Il avait résisté, mais pas assez longtemps pour vaincre. Autant en faire profiter de son expérience le plus méritant de ses genoux. Il m'a choisi, moi, parce que je suis intelligent, et donc j'ai peut-être une chance de m'en sortir. Car, m'a-t-il expliqué, quand le Graal est là, tu le reconnaîtras tout de suite. C'est une grosse boule toute ronde, d'une beauté ensorcelante, qui respire la perfection absolue. Il te faut foncer dessus le plus vite possible, être le premier, c'est ta seule chance. Tu fonces, tu le vrilles et tu entres à l'intérieur. Après, tu es en sécurité, plus personne ne peut rentrer. Mais si le Graal n'est pas présent au moment où vous débarquez, inutile de jouer les fous furieux. Observe et tiens-toi prêt. Ne consume pas tes forces inutilement, elles déclinent toutes seules, jour après jour. C'est ce qui m'est arrivé. Allez, bonne chance, petit, a-t-il ajouté. Pour moi, c'est terminé. J'ai voulu savoir depuis quand il était là. Il avait l'air si vieux, si mal en point. Alors, il m'a raconté sa vie. Je suis arrivé ici il y a environ 8 ou 9 jours. Nous étions bien sûr très nombreux, très jeunes, très vigoureux. L'air était saturé d'électricité et nous étions littéralement surexcités. Le Graal n'était pas là, mais il était sur le point de faire son apparition, cela se sentait. Avec certains de mes compagnons, j'ai exploré tous les recoins du lieu. J'ai fini par remonter un étroit couloir et là, tout au fond, une porte. Impossible d'ouvrir. J'ai cru devenir dingue. Le Graal était là, juste derrière nous, mais que dis-je, c'était 5 Graals que je sentais, frémissants, prêts à se livrer à nous, mais protégés par cette maudite porte. 5, tu m'entends? J'ai des antennes, je ne peux pas me tromper. D'ailleurs, une rumeur a couru. De l'autre côté, ce n'était pas 5 Graals qui avaient été repérés, mais 10. J'ai piqué un sprint. Là aussi se dressait une porte inébranlable, prise d'assaut par une meute de copains, les yeux injectés de sang, ivres de désir. Ils vont sortir bientôt, cria l'un de nous, réputé pour la finesse de ses analyses. C'est pour demain. Tu imagines l'ambiance, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Au petit matin, on était sur le pont, encore solidaires les uns des autres, mais plus pour très longtemps. On savait que l'ouverture de la porte, que dès l'ouverture de la porte, ce serait la ruée impitoyable, on se piétinerait, on s'entretuerait s'il le fallait, pour parvenir à nos fins. Je n'étais pas trop mal placé, assez près de la porte, le long du mur, pour éviter d'avoir à lutter de tous côtés contre mes futurs ennemis. Et alors, quand la porte s'est ouverte, que s'est-il passé? Questionnai-je avec impatience. Attends, écoute, tu vas voir, reprit numéro 22. Et le vieux a continué son récit. Je ne vais pas tout vous raconter tout de suite. Je vais juste passer à un troisième petit extrait plus court. C'est à la fin du livre, mais je ne vous dévoilerai pas la fin de l'histoire. C'est au moment où Laurie, la maman, va faire cette fameuse prise d'essence, celle qui est assez... Enfin, qui est pleine de suspense et dont on attend le résultat avec impatience. La voix de Vertic me parvint alors. « À ce soir, mon petit chat. Tu m'appelles dès que tu sais ?»« Évidemment, répondit Laurie. Tu sais, j'ai bon espoir, je n'ai toujours pas mes règles. Alors que les autres fois, le matin même de la prise de sang, elles arrivaient. C'est peut-être bon signe, sourit Vertic. Mais c'est la prise de sang qui va nous fixer. Allez, je file, appelle-moi. Bien sûr, à tout à l'heure. J'entendis décroître les pas de Vertic.
L'onde chaude se répandit dans la grotte. « Petit loup, vous m'entendez » murmura Laurie. « C'est le grand jour aujourd'hui. On va savoir si vous avez décidé de continuer. Faut pas me lâcher, hein, faut y croire. On va y arriver. Je vais aller faire une prise de sang, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas méchant, il en restera bien assez pour vous alimenter. » Je la sentis se lever, marcher, s'asseoir, aller et venir. Le parfum subtil du thé vert à la bergamote se diffusa dans la grotte. Puis Laurie descendit les 6 étages en posant doucement les pieds sur les marches de l'escalier. Dans la rue, un froid vif et sec la saisit. Elle rajusta le col de sa veste et se dirigea vers le laboratoire. « Bonjour. Bonjour madame, vous aviez rendez-vous ? Oui, à 8h30. Elle tendit son ordonnance. La secrétaire prépara son dossier, puis lui indiqua la salle d'attente. Elle patienta quelques minutes, feuilletant d'un œil distrait un magazine coloré, de ceux qu'on ne lit que chez le médecin ou chez le coiffeur. « Allez-y, entrez et installez-vous, lui dit l'infirmière. Alors, qu'est-ce que vous faites ? » Dosage d'HCG et plaquettes. J'ai fait une FIV. L'infirmière griffonna quelque chose sur son dossier. D'accord. Date de la ponction, il y a 15 jours à peu près, le 26. Et la réimplantation, le lendemain. Ok, montrez-moi vos veines. Laurie exhiba ses avant-bras. Parfois, elle préférait choisir elle-même le bras à piquer. Le droit ou le gauche, se demanda-t-elle. Et si par hasard ce choix avait une influence sur le résultat? Question saugrenue, bien sûr. Ça lui rappelait ces moments où, enfant, elle s'amusait à marcher soigneusement sur les jointures des dalles, bras écartés pour garder son équilibre, comme si elle avançait sur un fil au-dessus du vide. Des croyances de gosse, mais si fortes sur l'instant qu'elle s'imaginait réellement que sa vie en dépendait. Là, c'était la vie de ses enfants qui était en jeu. Laurie décida de s'en remettre à l'infirmière. Celle-ci lui fit un garrot autour du bras gauche. « Vous avez des veines magnifiques. » Ben, c'est toujours ça, plaisanta Laurie, mi-figue, mi-raisin. L'aiguille pénétra dans sa chair, accompagnée du rituel et douloureux picotement. Pour une fois, elle regarda son sang jaillir dans les tubes. Ces quelques millilitres rouge foncé, porteurs d'un précieux message, allaient peut-être changer son existence. « Voilà, c'est fini. On faxera le résultat à votre médecin en milieu d'après-midi. Mais vous pouvez appeler à partir de 13h. On vous le dira par téléphone. Je vous remercie. Au revoir. » Au revoir. Laurie sortit du laboratoire et se rendit à son travail. La journée s'écoula, semblable aux autres en apparence. Laurie s'absorbait dans ses livres, parfois troublée dans sa concentration par des calculs oiseux. 14 heures. Si je veux, dès maintenant, je sais. Mais non, je ne veux pas savoir. Je vais attendre qu'il m'appelle. Au moins, je gagne quelques heures de bonheur supplémentaires. Car dans le doute, j'ai encore le droit d'espérer. Si c'est positif, ce sera super. Mais si c'est négatif, il vaut mieux le savoir le plus tard possible. De toute façon, il doit être à la clinique ou à l'hôpital. Il va rentrer à son cabinet en fin d'après-midi. Il n'appellera pas avant 4 heures. Elle se remit au travail. Vers 17 heures, il n'y avait plus personne au bureau. Laurie aimait ces fins de journée calmes où elle se retrouvait seule. Le téléphone fixe sonna. « Allô ?»« Alors ?» fit la voix impatiente de Vertique dans le combiné. « Ben, je sais pas, le docteur n'a pas appelé. »« Ah bon, mais au labo, ils ne peuvent pas te le dire ?»« Je ne veux pas téléphoner. Si ça a raté, je préfère que ce soit le docteur qui me le dise et non une secrétaire anonyme. Et puis, tant que je ne sais pas, je peux encore espérer. »« Bon, ben c'est comme tu veux. Dès que je sais, je t'appelle. »« D'accord, à tout à l'heure. » Elle reposa le combiné, les yeux rivés sur son portable, car c'est sur celui-ci que le docteur se manifesterait. Pour la 12e fois depuis le début de l'après-midi, elle vérifia qu'il avait assez de batterie. Peut-être qu'il a une urgence et qu'il n'appellera que demain, se dit-elle. Ou alors, ah mais oui, je sais, il a plusieurs patientes à prévenir et il commence par celle pour qui ça a raté afin de garder le plus agréable pour la fin. Bêtement rassurée par cette vaine supposition, elle reprit le manuscrit qu'elle était en train de corriger. Quelques paragraphes plus loin, elle mordillait son crayon, ses yeux traversant le splendide écran 24 pouces derrière lequel elle disparaissait. 17h30. Et s'il n'appelait pas, s'inquiéta-t-elle, le cœur battant. Oh, mais quelle idiote, on dirait une ado transie qui attend un coup de fil de son amoureux. De toute façon, si tu veux vraiment savoir, t'es une grande fille, t'as qu'à passer un coup de fil au labo. Non, elle ne le ferait pas. Comme si être dans l'incertitude du résultat à cet examen sans session de rattrapage pouvait l'aider à conjurer le sort. Impossible de se concentrer sur les mots désormais. Il dansait devant ses yeux, vide de tout sens, sorte de farandole de symboles graphiques géants, élégants mais indisciplinés. Des pensées absurdes se bousculèrent dans sa tête. J'aurais dû choisir la veine droite. Et puis j'ai mal fait mes dernières piqûres d'hormones, celles où il fallait mélanger la poudre et le solvant. J'en foutais toujours la moitié à côté. Et puis, oh arrête, t'es vraiment trop stupide. Avec un soupir, elle se renversa dans son fauteuil, les mains posées sur le ventre, changeant de tactique. Vous êtes toujours là, hein, mes chatons? S'il vous plaît, ne me quittez pas. On va en faire des choses ensemble. J'ai plein de trucs à vous raconter, à vous faire découvrir. Mais pour ça, il faut réussir le test aujourd'hui. Ensuite, on construira, jour après jour.